J'étais en train d'ajouter le nom de famille à ma liste d'invités quand le texto de maman est arrivé. Le mariage de ta sœur est la priorité de la famille. On ne pourra pas venir au tien. Sans exclamation, sans pause, c'était définitif. Le coup a été plus dur que prévu, comme si quelqu'un verrouillait discrètement une porte. Je n'ai pas discuté. J'ai juste fixé le curseur clignotant, tapé, pas de problème, et fermé l'ordinateur. Une semaine plus tard, pendant qu'il se préparait pour le grand jour de Chloé, le monde entier découvrait que ma cérémonie, dont il n'avait jamais pris la peine de se renseigner, avait déjà lieu sous les oliviers de ma villa à 6 millions en Toscane. Et quand les photos ont circulé, le silence de la maison en disait long. Avant de vous raconter la suite, likez et laissez un commentaire pour me dire d'où vous me lisez. Parce que parfois, les gens qui étaient censés être là pour nous ne le sont jamais. Quand on me demande comment c'était de grandir chez nous, je ne sais jamais par où commencer. De l'extérieur, nous ressemblions à des cartes de Noël parfaites, avec nos pulls assortis et nos sourires si larges qu'on aurait pu croire à notre complicité. Mais à y regarder de plus près, on remarquait un schéma récurrent. Chaque histoire, chaque fête ramenait d'une manière ou d'une autre à ma petite sœur, Chloé. Elle était le centre de l'attention familiale. J'étais la discrète figure de proue, assurant l'équilibre de l'ensemble. Je trouvais normal que les yeux de maman s'illuminent à chaque fois que Chloé entrait dans une pièce. Que papa se vante de ses trophées de danse à chaque repas. Quand je ramenais des rubans de concours scientifiques ou que j'avais d'excellentes notes, il hochait poliment la tête et changeait de sujet. Maman disait des choses comme « Tu as de la chance, Esther. Tout est plus facile pour ta sœur. » Ce mot « chance » me blessait toujours. Il rendait chaque heure de travail inutile. Il y a un album photo quelque part dans le salon de mes parents qui raconte toute l'histoire mieux que je ne pourrais le faire. Page après page, des photos de Chloé tournoyant dans des tutus roses, Chloé soufflant ses bougies, Chloé au bal de promo. J'apparais une ou deux fois, coupée sur le bord ou à moitié de dos. À 16 ans, j'ai retrouvé une photo où je me souvenais être juste à côté d'elle, mais sur le tirage, mon visage avait disparu, littéralement effacé du cadre. Maman a dit que c'était pour une composition plus harmonieuse. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement cessé de m'attendre à être sur la photo. Grand-mère Hélène était la seule à l'avoir remarqué. Pendant les repas de famille, elle me glissait des mots rassurants, se penchant vers moi pour me murmurer « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Certaines personnes ne voient que ce qui brille. » Elle avait cette façon de dire les choses qui vous faisait sentir comprise sans que vous ayez besoin de vous justifier. Ma cousine Rachel aussi, elle était toujours là pour les anniversaires, quand mes parents les oubliaient. Mais le favoritisme n'apparaît pas du jour au lendemain. Il s'insinue lentement, jusqu'à ce que le silence paraisse plus rassurant que la confrontation. À l'âge adulte, c'était devenu un langage à part entière. Quand Chloé a oublié ma remise de diplôme, maman a parlé d'un simple malentendu. Quand elle a emprunté de l'argent et ne l'a jamais remboursé, papa a dit qu'elle cherchait encore sa voie. Alors, quand j'ai reçu le message annonçant le mariage, je n'ai pas été surprise. Cela a simplement confirmé ce que j'avais toujours su. J'avais passé ma vie à être celle qui s'adapte, celle qui plie pour que les autres soient à l'aise. Mais ce soir-là, assise à fixer le message de maman, quelque chose a changé. Pour une fois, je n'ai pas cédé. J'ai regardé autour de moi dans mon appartement, le doux ronronnement du réfrigérateur, le parfum des bougies au cèdre que j'avais allumées pour me calmer. Mes invitations de mariage étaient toujours soigneusement empilées sur le comptoir, chacune écrite à la main et scellée à la cire dorée. Je les avais imaginées trônant fièrement sur le réfrigérateur de mes parents. Maintenant, je les imaginais non ouvertes, mises de côté pour la cérémonie fastueuse de Chloé. Et pourtant, sous cette douleur, une étrange sérénité se dessinait, une douce prise de conscience. C'était ma chance d'arrêter de mendier une place à leur table. 2 jours après ce message, Chloé a appelé comme si de rien n'était. Sa voix était enjouée, douceâtre, comme celle qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Tu te rends compte ?» dit-elle. « La salle qu'on voulait s'est libérée à la dernière minute. C'est le même week-end que le tien, mais ça va, hein? Tu es sur la côte ouest. Nous, on est à Boston. C'est le destin. Le destin. » Elle a vraiment prononcé ce mot comme si elle venait de réciter une carte de vœux. Pendant quelques secondes, je suis restée sans voix. J'écoutais juste le cliquetis de ses bracelets au téléphone. Et j'ai compris qu'elle attendait mes félicitations. « C'est super, Chloé », ai-je dit d'une voix calme. « Vraiment ?
Ça tombe à pic. Elle a gloussé. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si raisonnable. Raisonnable. C'était le rôle qu'on m'avait assigné dans notre famille. Stable, mature, prévisible. Celle sur qui on pouvait compter pendant qu'on cédait à tous ses caprices. Le lendemain soir, maman a appelé. Sa voix avait ce ton prudent qu'elle prenait quand elle était sur le point de me décevoir, mais qu'elle ne voulait pas culpabiliser. Ma chérie, a-t-elle commencé à propos des dates de mariage, la famille du fiancé de Chloé ne peut que le week-end. Elle est très émotive en ce moment, et ce serait vraiment gentil de votre part d'être flexible. Flexible. Un autre mot qui me définissait autrefois. Ai-je demandé doucement. Alors, vous voulez que je reporte mon mariage? Maman a hésité. On pense juste que ce serait plus simple pour tout le monde. Tu es si indépendante, Esther. Tu comprendras. L'ironie m'a presque fait rire. Plus facile pour eux. Pour elle. Pas une seule fois elle ne m'a demandé ce que ça me coûterait. Maman, ai-je dit lentement. Tu avais promis d'être là. Elle a soupiré longuement, d'un air las, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Il ne s'agit pas de choisir un camp. C'est juste une question de logistique. Ce mot, logistique, m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. C'était toute ma carrière, le domaine autour duquel j'avais bâti une entreprise. La logistique, c'était la précision, l'intégrité, l'équité. Mais dans le vocabulaire de ma famille, ce n'était qu'un prétexte de plus pour trahir. Ce soir-là, j'ai appelé mon père. Il a répondu de son ton calme et pragmatique habituel. Easy, tu sais comment est ta sœur. Si on n'y va pas, elle le prendra mal. Tu as toujours été la plus forte. Je me suis mordu l'intérieur de la joue jusqu'à sentir le goût du sang. Alors, tu veux dire que c'est à moi de comprendre, encore une fois. Il n'a pas répondu. J'ai raccroché avant de dire quelque chose d'irréparable. Pendant longtemps, assise dans le noir. Seul le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge qui dépassait minuit troublaient le silence. La lumière de ma bague de fiançailles se reflétait sur le bord du comptoir, projetant de petits éclats sur le mur, comme les fragments de quelque chose que j'avais trop longtemps tenté de retenir. C'est alors que j'ai compris. J'ai réalisé que ma famille n'était pas cruelle de manière ostentatoire. Leur arme était l'omission, m'exclure des photos, des conversations, des listes de priorités. J'avais appris à interpréter le silence comme de l'amour. Pas cette fois. J'ai fermé mon ordinateur portable, ouvert mes favoris de voyage et cliqué sur une annonce. Je l'avais enregistrée il y a des mois. Une villa en pierre en Toscane, entourée d'oliviers. Les photos brillaient d'une lumière dorée onirique sur les murs en terre cuite. S'il ne se présentait pas pour moi, je construirais quelque chose qu'il ne pourrait jamais ignorer. Le lendemain matin, j'ai réservé un vol pour l'Italie. Sans annonce, sans discussion de groupe avec la famille, sans adieu dramatique, juste une décision prise en silence. Lorsque l'avion a survolé les collines de Toscane, la lumière était différente. Plus douce, presque indulgente. J'ai loué une petite voiture et j'ai parcouru des routes sinueuses bordées de cyprès jusqu'à la villa que je n'avais vue qu'en photo. Elle était plus ancienne que je ne l'avais imaginé. Des murs de pierre couleur miel, des volets en bois craquelés par le temps, des oliviers s'étendant à perte de vue. Le gardien, un homme âgé nommé Sonor Rossi, m'a tendu un trousseau de clés et m'a dit dans un anglais soigné, « Cet endroit attend quelqu'un qui le verra. » Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie vue. À l'intérieur, l'air sentait la terre et la poussière, comme un lieu qui se souvenait de chaque voix qui y avait résonné. En passant d'une pièce à l'autre, j'ai compris que ce n'était pas qu'une simple maison. C'était une toile vierge, l'occasion de réécrire mon histoire sans que personne ne me censure. Pendant les semaines qui ont suivi, je me suis consacré corps et âme à sa restauration. J'ai engagé des artisans locaux qui traitaient chaque poutre, chaque brique avec le plus grand respect. Le bruit des marteaux et les rires se mêlaient au bourdonnement des cigales. Chaque soir, je m'asseyais sur la terrasse, un carnet à la main, et je dessinais la cour pour le mariage. Une longue table de pierre sous une voûte de vigne, des guirlandes de lanternes suspendues au-dessus. Pas de table familiale, pas de hiérarchie à table, juste une place pour tous ceux qui avaient choisi d'être là. Les gens du coin ont commencé à m'appeler la Sora Sancio, la dame discrète. J'aimais bien. Mon silence n'était plus une faiblesse.
C'était une stratégie. Quand j'ai appelé mon fiancé pour lui faire part de mon projet, il n'a pas posé de questions. Il a simplement dit « Si c'est ça la paix pour toi, j'en suis ». Et pour la première fois de ma vie, j'ai cru que quelqu'un le pensait vraiment. Une semaine plus tard, j'ai commencé à envoyer de nouvelles invitations. Pas celles dorées en relief que j'avais envoyées auparavant, mais de simples enveloppes crème avec des feuilles d'olivier pressées à l'intérieur. Écrites à la main, personnelles, sincères. La première est allée à Rachel, ma cousine, qui n'avait jamais oublié mon anniversaire. Puis à grand-mère Hélène, qui avait toujours percé à jour les illusions de la famille, et une à une, les réponses ont commencé à arriver. Rachel m'a appelé la première. Nous avons appris ce qui s'était passé. Tante Judy a dit à tout le monde que le mariage de Chloé était l'événement principal. Fini de faire semblant. Envoie-nous les détails. On sera là. Sa voix s'est brisée à mi-chemin. Non pas par pitié, mais par loyauté. À la fin de la semaine, les vols étaient réservés. Grand-mère a envoyé un message. J'ai manqué assez d'amour véritable dans ma vie. Je serai en Toscane, ma chérie. La conversation de groupe qu'ils avaient créée se faisait appeler la vraie table familiale. Des photos de valises contenant des passeports et des émojis rieurs inondaient mon téléphone. Pour la première fois, je ne me sentais pas abandonnée. Je me sentais choisie. Et quelque part entre les oliviers et l'odeur du plâtre frais, j'ai compris que ce n'était pas une vengeance. C'était une révélation. Le matin des deux mariages arriva sous le même soleil, deux mondes se déployant à des kilomètres de distance. À Boston, l'air était lourd d'humidité et de nervosité. La salle de bal de l'hôtel scintillait sous les lustres, mais un malaise régnait, que même le fleuriste ne pouvait dissimuler. La moitié des chaises près de l'entrée étaient vides. Maman se tenait près de l'entrée dans sa robe lavande, un sourire trop large aux lèvres, faisant semblant de ne pas remarquer l'absence de tant de visages familiers. Papa regarda sa montre, puis son téléphone, puis la porte à nouveau. Peut-être que les vols avaient du retard. Maman murmura d'une voix fragile, mais personne ne venait. À l'intérieur, Chloé ajustait son voile pour la 5e fois. Ses demoiselles d'honneur rôdaient, chuchotant « Où est grand-mère ?» Elle ne s'asseyait pas toujours au premier rang. Le sourire de Chloé s'estompa. « Elle doit être en retard », dit-elle d'une voix brisée. Le photographe se déplaça maladroitement, repositionnant les invités pour donner l'impression que la salle était plus remplie. Peut-être faudrait-il avancer tout le monde, suggéra-t-il doucement. Bien sûr, répondit Chloé en forçant un rire, mais sa main tremblait en serrant son bouquet. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, le même soleil inondait les collines ondulantes de Tuscaniani, faisant scintiller les feuilles argentées des oliviers. La villa resplendissait comme un tableau, des murs de pierre recouverts de vignes, des lanternes qui se balançaient dans la brise. La longue table était dressée sous la treille, ornée de bougies, de fleurs sauvages et d'assiettes en terre cuite fabriquées à la main par des artisans locaux. Les enfants de Rachel jouaient entre les arbres. Ellie grattait sa guitare, esquissant doucement les accords d'une chanson d'amour. Grand-mère Hélène était assise au premier rang, tenant une petite branche d'olivier qu'elle avait cueillie le matin même, un symbole de paix, expliqua-t-elle. Je restais à l'intérieur, regardant par la porte ouverte. Ma robe de mariée n'était ni grandiose ni scintillante, juste de la soie, simple et douce, qui captait la lumière de l'après-midi. Lucia, la cuisinière du village devenue une amie, a épinglé une branche d'olivier dans mes cheveux et a murmuré « Pour le bonheur et la vérité ». Quand je suis sortie, une brise a soulevé le voile de mes épaules. Les invités se sont retournés, le visage rayonnant dans la lumière dorée. Grand-mère s'est levée la première, les yeux pétillants. « La voilà », dit-elle doucement, et pour la première fois, je l'ai cru. Il n'y avait ni orchestre, ni chorégraphie, juste la guitare d'Ellie, le bruissement des vignes et les voix de ceux qui avaient choisi d'être là. En remontant l'allée, je repensais à chaque chaise vide qui avait jadis symbolisé les anniversaires manqués, les remises de diplômes oubliés, les silences pesant pris pour la paix. Mais ici, chaque siège était occupé. Tous les regards croisaient le mien, sans ciller. L'officiant, un ami de Lucia, s'exprima dans un anglais mélodieux. L'amour ne se mesure pas au nombre d'invités, mais à la présence. Ces mots résonnèrent en moi. Quand ce fut mon tour de parler, je ne lus pas de texte. Mes vœux jaillirent comme un souffle. À ceux qui sont là, commençai-je d'une voix assurée. Cet amour est pour vous. Pour ceux qui ont cru en moi avant même que je ne prouve ma valeur.
Pour ceux qui sont restés quand ce n'était pas facile. Rachel essuya ses yeux. Grand-mère hocha lentement la tête en murmurant « C'est ma fille ». Lorsque la cérémonie s'acheva, des applaudissements s'élevèrent, discrets mais chaleureux, humains, vivants. La cour emplit de rires et embauma le beurre de truffe et le romarin. Les portes de la cuisine de Lucia s'ouvrirent, laissant apparaître des plateaux de pâtes fraîches et de légumes rôtis. Les lanternes vacillèrent tandis que le ciel se teintait de violet. Ce n'était pas parfait. C'était réel. Au milieu du dîner, Rachel me montra son téléphone. « Ils en parlent déjà », dit-elle en riant à moitié. Des photos avaient commencé à circuler dans les groupes de discussion familiaux. Les bougies, la villa, la table illuminée sous les vignes, grand-mère riant, le bras d'Ellie autour de ses épaules. En quelques heures, les images arrivèrent à Boston. Dans la salle de bal, Chloé posait pour sa photo de couple lorsqu'une des demoiselles d'honneur s'exclama, les yeux rivés sur son téléphone. « Attends, ce n'est pas ta famille. Ils sont en Italie. » Quoi? Chloé fronça les sourcils en me prenant le téléphone. Sur l'écran s'affichait une photo de mon mari et moi sous les lanternes toscanes qui brillaient derrière nous. Nous étions tous là, en famille, souriant autour de la table. Grand-mère brandissait son rameau d'olivier. Les enfants de Rachel lançaient des pétales. Chloé se figea. Le photographe hésita, baissant son appareil photo autour d'elle. Un murmure, d'abord ténu, se propagea. Ce ne sont pas tante Marianne et oncle Ray. Je croyais qu'ils devaient être là. Maman se pencha par-dessus l'épaule de papa, les yeux rivés sur le téléphone. « Qu'est-ce que c'est » chuchota-t-elle. Papa pâlit. « C'est le mariage d'Esther. » Chloé eut le souffle coupé. Ils allèrent la rejoindre. Maman ne répondit pas. Le silence était pesant, plus lourd que n'importe quelle explosion de colère. Les invités se sentaient mal à l'aise. Quelqu'un toussa. Le groupe continuait de jouer, essayant de combler le vide, mais même la musique sonnait creux. Lorsque l'officiant porta un toast à l'unité familiale, personne ne leva son verre. De retour en Toscane, des rires parcoururent la cour tandis que Lucia versait du vin dans les verres et disait « Mangez, buvez et souvenez-vous pourquoi vous êtes venus. » Grand-mère se pencha par-dessus la table et prit ma main. « J'ai tellement attendu ce moment, Esther, » dit-elle. « Voilà à quoi devrait ressembler une famille. » La nuit se teinta d'or et de violet. Quelqu'un entama une chanson lente et les invités se mirent à danser pieds nus sur le sol de pierre. Un instant, je m'écartai et me dirigeai vers l'oliveraie. L'air embaumait le bois, la fumée et la lavande. La villa derrière moi rayonnait de vie. Mon téléphone vibra sur la table. Message, appel manqué, messages vocaux non lus. Je ne les ouvris pas. Ce n'était pas nécessaire. À Boston, la voix de maman tremblait lorsqu'elle rappela, laissant un message. « Esther, comment as-tu pu nous faire ça? Tout le monde en parle. On a eu l'air ridicule. » Je l'écoutai le lendemain matin, en sirotant mon café sous le même olivier où j'avais prononcé mes vœux. Le soleil se levait, teintant les collines d'ambre. J'appuyai sur lecture une dernière fois, puis je l'effaçai. Il pensait que l'humiliation était la punition. Ce n'était pas le cas. La véritable conséquence fut de réaliser que j'avais tourné la page sans avoir besoin de leur permission. Les photos continuaient de circuler en ligne, partagées par les cousins, republiées par les amis. L'image de grand-mère levant son rameau d'olivier devint le symbole discret de nos retrouvailles. Pas de légende, pas d'explication, juste la vérité. Pendant des années, ils m'avaient exclu de leurs photos. Cette fois, je n'avais pas besoin de me battre pour avoir une place dans les leurs. J'avais construit mon propre cadre et l'avais rempli de lumière. La semaine suivant les mariages, Tuscaniani retomba dans le silence. Les lanternes furent rangées. Les rires s'estompèrent dans les souvenirs, mais l'air conservait encore la chaleur de ce que nous avions construit. La longue table était désormais vide, jonchée de pétales séchés et de taches de vin, preuve qu'un moment authentique s'y était déroulé. Un matin, alors que je rangeais les dernières décorations, mon téléphone sonna. « Maman !» Un instant, j'ai failli laisser le répondeur, mais une petite voix intérieure me dit « Ne réponds pas pour eux, réponds pour toi. » Sa voix tremblait, sur la défensive. « Esther, tu te rends compte à quel point on était gênés? Tout le monde au mariage de Chloé parlait de ta petite fête en Italie. Tu nous as fait passer pour des insensibles. »
J'ai pris une lente inspiration, observant les rayons du soleil glisser sur le sol. Je ne t'ai pas fait passer pour quelqu'un d'autre, maman, ai-je dit d'un ton égal. J'ai juste donné aux gens l'occasion de voir la vérité. Un silence s'est installé au bout du fil, puis un soupir tremblant. Tu as toujours été si froide. On essayait juste de maintenir la paix. Avant que je puisse répondre, une autre voix s'est fait entendre chez grand-mère. Judy, ça suffit, a-t-elle dit, ferme mais calme. Tu as passé des années à demander à cette fille de se faire toute petite pour ton confort. Maintenant qu'elle s'est enfin affirmée, tu appelles ça de la cruauté? Non, ma chérie, c'est la liberté. Maman n'a rien dit ensuite. L'appel s'est terminé doucement, comme une porte qui se ferme sans claquer. Je suis sortie des oliviers, bercée par la brise. Lucia est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. Tout va bien. J'ai esquissé un sourire. Mieux que bien. Enfin le calme est revenu, et c'est tant mieux. Elle regarda la longue table et dit doucement. Alors mangez, Sonora. Vous avez bien mérité la paix. Ce soir-là, je déposai une dernière assiette en bout de table, à la place toujours restée vide. J'attachai un petit ruban vert olive autour de la chaise et murmurai, pour celle qui attendait d'être choisie. Le vent souffla dans les vignes comme un doux soupir, et pour la première fois, je ne me sentis plus oubliée. Je me sentis libre. Plus tard, tandis que le soleil disparaissait derrière les collines, je me versai un verre de vin et repensai aux paroles de grand-mère. L'amour, ce n'est pas gérer, c'est être présent. Elle avait raison. Inutile de se battre pour une place à la table de quelqu'un d'autre. Construisez la vôtre et les bonnes personnes y trouveront leur chemin. Si cette histoire vous a touché, partagez vos impressions dans les commentaires. Dites-moi d'où vous nous regardez. Et souvenez-vous, parfois la vengeance la plus discrète est la paix. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires comme celle.